vas bien? Ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravie de te recevoir au micro de l'Odyssée. Je suis trop contente. Ça fait quelques mois que je te vois sur les réseaux et que je vois un peu ton ascension, donc j'ai pas mal de questions à te poser sur comment t'en es arrivée là. Mais l'idée, c'est que je commence toujours par la même question, à savoir dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Alors, donc moi je suis l'aînée d'une fratrie de 3. Donc j'ai ma sœur, mon frère, on a tous 2 ans d'écart à chaque fois. J'ai grandi dans la campagne bourguignonne, comme toi, il me semble. Dans une famille franchement très unie, mon père, ma mère, on avait une belle maison, enfin on a toujours la maison d'ailleurs, un beau jardin. On a eu une super éducation, ça c'est très important pour la suite d'ailleurs. On n'a jamais manqué de rien, vraiment j'ai eu une famille très unie, très tout unie. Ce qu'il y a de plus sain. Ouais, vraiment, très sain, avec une grande famille de chaque côté de mon père et de ma mère, donc beaucoup de cousins, beaucoup de monde, j'ai beaucoup de souvenirs. Franchement, tu étais très entourée. Très entourée. Okay. Et il faut savoir que j'ai beaucoup de souvenirs aussi parce que ma mère prend des photos depuis qu'on est gamin. Mais des quantités de photos, c'est un truc de dingue. Et mon père a toujours eu aussi une caméra à la main. Donc en fait, j'ai des Donc tu as plein d'images, de vidéos de toi, enfant aussi. Ouais, que je regarde régulièrement. Parce que je suis hyper nostalgique de cette période-là. Vraiment, de mon enfance. Ouais, ok. Je te reposerai quelques questions parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais juste, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les réseaux dans la niche agriculture. Donc mon objectif, c'est vraiment de vulgariser un peu l'art, de le rendre accessible, de faire quelque chose un peu simple autour de l'art, de démystifier un peu ce truc de l'art. Qui paraît très compliqué. Qui paraît compliqué. On n'est pas du tout artiste. En fait, c'est ça, exactement. Okay. Hyper intéressant. Donc, mon but va être de comprendre comment tu en es arrivée là, comment la petite Louise est devenue aujourd'hui créatrice de contenu. Et est-ce que tu peux me dire comment tu étais enfant? Comment est-ce que les gens te percevaient? Alors, enfant, très petite, je crois que j'étais extrêmement timide. Enfin, timide avec les gens que je ne connaissais pas, ça c'est sûr. Dans ma famille, j'ai toujours aimé faire rire mon frère et ma sœur. Ça, c'était vraiment le truc, j'avais besoin qu'ils soient là, qu'ils rigolent, qu'on soit tous ensemble et tout. Mais par contre, j'étais extrêmement créative, mais ça, c'est dû au fait que mes parents, ils nous ont toujours mis, du bricolage, de la peinture. On était dans le jardin tout le temps. Mes grands-parents étaient maraîchers, donc forcément, ils avaient un super grand jardin. On était tout le temps dans la nature. Mais très manuel, mais parce que mes parents nous ont toujours fait faire plein de choses. Et est-ce qu'eux avaient ce côté artiste? Est-ce qu'ils sont dans le domaine artistique? Pas du tout. Mon père, il est kiné. Ma mère, elle est nutritionniste. Et dans ma famille, du côté de mon père, j'ai une tante qui est peintre et mon grand-père était aussi, il faisait un peu de peinture. Mais donc il y a quand même un côté artistique. Ouais, j'ai aussi une cousine qui fait un peu de la peinture. Il y a quand même, dans cette branche-là, côté de mon père qui est belge, donc côté Belgique, qui a quand même un petit peu un côté un peu artistique. Mais sinon, pas du tout. Et même au contraire, quand j'étais gamine, on ne faisait jamais de musée, enfin rarement. Tu sais, des musées, c'était vraiment pas dans notre... Ça, c'est le côté peut-être campagne, justement, où on a peut-être moins accès à tout ça. Ouais, je pense. Mais il y avait quand même une sensibilité où les parents ont incité à ce que vous fassiez des choses de vos mains. Oui, par contre, oui. Oui, qu'on fasse plein de trucs, qu'on teste. Enfin, tu vois, la peinture, les perles qu'on collait, je sais pas si tu te souviens, les petites perles avec le fer à repasser et tout. Enfin, vraiment, on faisait toujours plein de trucs, mais aussi, il y avait quand même un petit côté artistique, mine de rien. Mais eux, non, ils sont pas... Et toi, tu étais vue comme déjà l'artiste de la famille ou pas forcément petite? Quand j'étais petite, je crois pas. Honnêtement, il n'y a pas eu d'étiquette directement de c'est l'artiste de la famille. Mais par contre, rapidement, j'ai commencé à dessiner. J'avais des carnets de dessin. On m'offrait beaucoup de carnets de dessin, des livres de dessin. Mais pas quand j'étais toute petite. Pas plus que ça? Non, non, non. Et tu rêvais de quoi, enfant? En fait, c'est là que c'est un peu particulier. C'est que j'ai jamais eu de projection quand j'étais petite. Souvent, les enfants leur demandent ce qu'ils aimeraient faire. C'est ça, plus tard. Et moi, je n'ai pas de souvenir de me dire j'ai trop envie de faire ça, tu vois. J'ai pas de souvenir. Tu sais pas comment tu te voyais vieillir? Non, je me voyais pas. J'avais pas envie d'être ni vétérinaire, ni tu vois, des trucs un peu. Maîtresse. Non, ça j'avais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas ce souvenir-là d'avoir en tête un métier de rêve. Et je pense que c'est aussi le nœud un peu de tout ça, c'est que c'était ma place. Je savais pas où elle était, je trouvais pas ma place. Et donc pour le futur, toi, j'avais pas de place non plus. Je me voyais pas, je savais pas. Et quand tu dis que tu trouvais pas ta place, c'était au sein de la société, de la famille, de l'école, c'était à quel niveau?
Alors, de ma famille, non, ça j'avais. Ça, t'avais ta place. Oui, là, on était vraiment. Enfin, il n'y a jamais eu de problème. Mais plus à l'école, même dans la société en général. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu ce truc de. Enfin, moi, j'ai fait une crise d'ado. Ah ouais? Ah ouais, un truc de fou. Parce que justement, tu te cherchais, tu savais pas du tout qui t'étais, quoi. Oui. Mes grosses crises identitaires, tout le monde était contre moi. Tu vois, il y avait un vrai problème de liberté où je me sentais étouffée, même en étant petite. En fait, j'étais l'aînée, donc j'avais quand même, mine de rien, je pense, un fardeau un peu sur les épaules. Oui, on a tous quand on est l'aîné. Voilà, t'es aînée toi aussi? Oui. Ouais, voilà, donc on se comprend. Et à l'école, j'avais un peu le syndrome, je sais pas si c'est vraiment ça le terme, mais tu sais, de la mince, comment ça s'appelle? De la bonne élève. Tu vois, où tu voulais bien faire. Je voulais toujours bien faire, être bien vue auprès des maîtresses, des parents, même des amis de mes parents, toujours être bien vue. Mais en soi, j'étais pas scolaire du tout, quoi. Et ça, est-ce que ça t'a posé problème? Tu as eu des grosses difficultés à l'école? Ouais. Ou tu as quand même réussi à passer les échelons à chaque fois? C'est marrant parce que sur la voiture, là, du coup, dans la voiture, là, en arrivant, je me suis un peu, tu vois... refait le film de ta vie. Je me suis dit, bon, comment c'est passé, un peu quand j'étais petite. Honnêtement, j'ai jamais été une bonne élève où, tu vois, vraiment, où j'excellais dans quelque chose et tout. J'ai toujours été hyper médium, mais en même temps, sans faire d'efforts. En fait, j'avais une espèce de flemme générale, où j'avais pas envie de donner plus que ça, j'avais pas envie de travailler plus que ça. J'aimais pas, en fait, c'était pas mon truc. Mais par contre, arrivé, tu sais, au collège, là, ça commençait à être compliqué, parce que j'aimais pas travailler, c'était pas pour moi, c'était pas mon truc, faire les devoirs et tout. Mais au bout d'un moment, ça... En fait, c'est que tu avais le niveau, c'est juste que tu trouvais pas de sens dans ce que tu faisais, ou est-ce que tu avais des difficultés à suivre? Je pense que j'avais quand même des difficultés. Ok. Autant j'aimais pas travailler, faire les devoirs et tout, ça c'était vraiment pas mon truc. Mais je pense que j'avais quand même des difficultés, ouais. Tu sais, arrivé à un certain niveau... Oui, même si au lycée, tu travailles plus, ça commence à poser problème. Voilà, j'étais toujours médium. En arrivant au lycée, j'ai quand même redoublé ma seconde. Après, j'ai absolument voulu partir en S, tu sais, pour faire plaisir aux parents. Ah, voilà, okay. le fameux. Le fameux. Mais en fait, premier trimestre, je suis partie en L parce qu'en fait, ça me ressemblait beaucoup plus. Et c'est juste qu'il fallait, tu vois, que tu déconstruises déjà un peu, que tu t'écoutes et que... Ouais, c'est ça. Donc tu redoubles ta seconde en deuxième année, donc en première tu fais en plus un peu un changement. Ouais. Donc déjà tu commences à te chercher. Je commence à me chercher déjà à ce moment-là, mais il faut savoir que depuis très longtemps, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où aller. Il y a une espèce de pression de qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Qu'on nous pose toujours la question, et encore plus au lycée, parce qu'à la fin du lycée il faut déjà savoir. Ouais. Donc toi tu savais pas du tout ce que tu allais faire. Je ne savais pas, et on me mettait en tête, oui mais toi t'es une artiste, donc tu vas partir dans un truc artistique. Mais pas forcément, enfin, tu sais... Mais on te disait quand même ça, on avait décelé en toi... On me poussait un peu pour... aller en L déjà, qui est déjà aller en L, des artistes entre guillemets à la base. Non mais c'était intéressant, mais si tu veux, la filière L, ça m'a pas non plus transcendée. Oui, tu t'es pas révélée en disant ok, je suis l'artiste, ça y est. Pas du tout. Après j'avais option art plastique, où là pour le coup je me suis éclatée parce que j'avais une prof qui était géniale. On n'était pas beaucoup, en plus on était peut-être 5 je crois dans cette truc. Et ça c'était excellent. Là je me suis révélée un peu en me disant mais c'est vrai que j'ai un petit talent qui est cool en fait finalement. Donc là je me mettais un peu plus en valeur, où je me disais ok, là c'est un truc, ça me fait vraiment vibrer ce truc là. Mais tu vas pas faire un métier, quand tu es au lycée, tu veux pas devenir artiste peintre. Tu vois, c'est un peu... Ça pourrait, mais c'était pas ton cas. Non, c'est pas mon cas, et puis on n'en parle pas comme métier. Tu vas pas avoir la conservation. Tu vois, non, et encore moins à la campagne. Ça, on en parle souvent. Je trouve qu'à la campagne, il y a encore quelque chose où on est un peu en retard sur certaines choses. Et notamment sur tous les nouveaux métiers, sur tout ce qui est artistique, sur tout ça, on ne valorise pas du tout. On va jamais te dire, bah oui, en fait, tu peux vivre de tes peintures. Ah mais non. Ça, on va jamais te le dire. Et au contraire, on te dit, non mais c'est bien, c'est une passion, tu le gardes à côté. Voilà, mais c'est pas un métier. Et métier. pars sur un truc un peu plus, tu vois, plus stable. Plus sécurisant, ouais, c'est ça. Et donc, tu fais quoi, arrivé fin du lycée? T'as ton bac du premier coup? Ah non, mais moi, ça a été une cata. Ah, donc... C'est marrant, on en reparlait hier, parce qu'on était en famille hier, on en reparlait de ça. Ah non, moi ça a été une cata. Donc je redouble ma seconde, je pars en S, mais finalement je change parce que la S c'est pas du tout pour moi, etc. Et mon bac, j'arrive le jour, tu sais, où on regarde. Et en plus, moi j'étais hyper confiante, c'est trop bien passé et tout. Je ne trouve pas mon nom sur la liste. Ah, ça c'est le pire moment. Ah bah, descendre Morgane. Je me suis dit, non mais c'est pas possible. Non mais là c'est humiliant, c'est la honte, tu te sens mal et tout. Et en fait, j'étais au rattrapage quoi. Donc en fait, tu te dis, mais tu dis encore en fait. Ouais, en fait, c'est toujours, ça. J'en ai marre, je veux vraiment, vas-y, on passe à autre chose, quoi. Le bac et tout, c'est cool, mais... Donc, rattrapage, et en plus, je crois qu'il me manquait genre 1 point en philo pour l'avoir. Enfin, c'était vraiment... Donc, j'étais hyper frustrée.
tu repars dans des révisions alors que tout le monde a déjà... Enfin, en fait, c'est interminable et vraiment, moi, j'en avais vraiment ras-le-bol. Et après, je l'ai eu, tu vois. Tu l'as eu au rattrapage. Je l'ai eu au rattrapage. C'est juste qu'il t'a fallu encore faire un effort de plus. Tu sais, c'est toujours à la limite, oui. à la limite. En fait, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant parce qu'en plus, ça t'apporte rien. T'es pas en mode yes, j'ai une mention de fou, je suis trop fière. Non, c'est en mode je galère tellement à l'avoir. C'est encore celle qui galère à avoir. Ouais. Et est-ce que là, à ce moment-là de ta vie, ça joue sur qui tu es, c'est-à-dire la valeur que tu perçois de toi-même? Ou est-ce que tu te dis juste, en fait, je suis pas au bon endroit, ça me correspond pas? Non, là, j'ai pas de recul à ce moment-là. T'as pas de recul? Non. J'ai pas de recul, au contraire, je me compare du coup à mon frère et ma sœur, qui eux sont des têtes, honnêtement, qui ont des super notes, qui partent, ils sont tous en S, en machin et tout. Là, je me dis, mais en fait, je suis... Pourquoi moi, je suis pas comme eux, quoi? Et en plus, tu sais, t'as un peu l'exemple de la grande sœur qui fera des bêtes d'études en premier, qui gagnera sa vie. Qui montre l'exemple. Qui montre l'exemple. Et moi, j'étais vraiment le contre-exemple par excellence, mais sans le vouloir. J'étais pas en mode, je vais être rebelle et tout. Non, moi, j'aurais bien aimé faire un truc hyper... Mais non, en fait, c'était plus fort que moi. Mais à ce moment-là, j'avais pas de dézoom du tout de la situation. J'étais plutôt en mode, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que le truc classique, un peu, trop facile le bac et tout. Bah les gars, non. Non, pas du tout tout le facile. monde, hein. Franchement. Oui, ça veut pas dire que t'es moins bien en général, c'est juste que, en tout cas, moins scolaire, ça te correspondait pas. Oui, mais tu vois, j'avais pas ce recul-là. Je me disais vraiment, t'as pas le bac, tu le rattrapage, t'es nul. Si ça va pas plus loin, tu vois. Et est-ce qu'autour de toi, on te faisait comprendre ça ou on t'a toujours poussé quand même à croire en toi et à te dire, ok, c'est juste une partie de ta vie où en fait, une des phases de ta vie où ça te correspond pas? Ou est-ce qu'on te poussait quand même à te dire, non mais c'est ok Louise, ça va aller, tu vas trouver ta voie, quoi? Oui, non, ça on me le disait. Mais du coup, il y avait quand même un truc de dire, mais pourquoi moi on me pousse autant à essayer de trouver ma voie? C'est pourquoi moi c'est pas naturel en fait que je trouve pas mon truc. Donc j'ai eu des rendez-vous avec des conseillères d'orientation, des amis de ma mère qui étaient conseillères d'orientation. Ma mère, elle essayait, tu vois, Mais en fait, du coup, c'est horrible parce que c'était avec toute la bienveillance du monde à essayer de me présenter des gens en leur disant, mais si tu verras, elle va te parler de son métier, c'est super, elle est un peu dans l'art et tout. Mais en essayant de me forcer, mine de rien, à rentrer dans un schéma classique pour trouver un métier, mais ce qui est génial parce que quand tu sais pas où tu veux aller. Au moins, tu as des exemples. J'ai des exemples, mais du coup, je me disais, mais pourquoi on me force à vouloir rentrer dans un truc, tu vois, dans ce truc de... En fait, si je ne trouve pas de métier qui me correspond, j'avais pas encore en tête de me dire je peux créer mon propre métier. Mais non, alors ça, à l'époque, pas du tout pour le coup. Mais du coup, t'es un peu encore plus dans un flou de te dire mais je vais jamais trouver un truc qui me correspond. Là, j'étais plus un peu en mode mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et du coup, tu décides de faire quoi? Mais du coup, je décide de partir. Alors, je m'étais inscrite à des écoles d'art, mais vraiment pratiques, les beaux-arts, les machins. J'avais des manas, je crois, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais en fait, j'ai pas été prise parce que mon dossier était pas bon du tout. Enfin, tu redoubles, tu pars si, t'as pas ton bac. C'est vrai que t'avais pas le meilleur dossier pour le coup. Tu vois, donc là, je me disais, mais en fait, comment je vais faire? Parce que moi, je voulais pratiquer à la limite. Et en fait, je me suis dit, moi, tu sais quoi, il n'y a rien, je vais partir à la fac en histoire de l'art, quoi. Vraiment, parce que Louise, elle aime l'art, donc du coup, elle va partir en histoire de l'art. Sans idée de ce qui allait se passer après, en fait. C'est juste, il faut faire des études. En fait, c'est ça. Et est-ce que l'option de ne pas faire d'études s'est présentée ou pas du tout? Oui, mais très brièvement. Ça a été, mais tu sais, Louise, tu peux faire un bac pro. Mais non. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, bac pro, si j'avais pu, je pense que j'aurais peut-être fait ça. Je sais pas en quoi, mais toi, ça aurait été vraiment de la pratique et tu parles d'un truc, tu as un diplôme. Mais j'étais en mode vraiment en société, non, la honte, bac pro. C'est horrible. Enfin, j'ai honte de penser ça, mais tu vois. Mais il y en a beaucoup qui le pensent, donc c'est bien de le dire. Tu vois, donc voilà. Mais du coup, ça a fait que tu es partie dans quelque chose qui n'était pas forcément ce qui te correspondait? En fait, ça me correspondait sur le papier. Mais en fait, la fac, c'est ça le problème. T'es livré à toi-même. Mais t'es livré à toi-même. Donc de A à Z. Et surtout au niveau du boulot, tu bosses tout seul. Ça veut dire que tu fais tes cours, tu les écris, tu les notes, tu apprends, tu l'as travaillé chez toi. Tout seul. Mais tout ce que moi, j'étais incapable de faire. Donc j'ai redoublé la première année. Et là, tu le vis comment? Parce qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de pseudo-échecs aux yeux de la société. Toi, tu le vis comment? Et je le vis mal, mais en même temps, je me dis, mais en fait, là, je peux pas... qu'est-ce que je vais faire? Pour moi, en fait, c'est juste, t'arrives pas, t'échoues, recommence, en fait. Et en fait, t'es épuisé, tu te dis, mais c'est pas possible. Je peux pas redoubler encore. Après, j'ai eu l'avantage de me faire un super groupe de potes à la fac. Donc ça, c'était trop, trop bien. Mais si tu veux, socialement, c'est trop bien. Mais après, en termes de boulot et tout, c'est compliqué. Ça ne change pas, toi, ce qui se passe. Donc du coup, je redouble. Les cours sont très intéressants, mais j'ai pas la capacité... je suis pas assez mature pour pouvoir... en tout cas, à ce niveau-là, pour pouvoir aller en cours. Forcément, j'allais pas aux cours magistraux.
tu vois, il y a un truc aussi de... Mais t'avais j'ai pas le choix. de grande motivation non plus. Bah, j'ai le choix de pas y aller. Bah, du coup, j'ai pas... Tu vois, il y a un truc un peu de tranquille. Donc, ouais, non, ça a été... Et Donc, qu'est-ce qui se passe après, du coup? Donc, tu redoubles. Donc là, j'imagine qu'émotionnellement, c'est pas évident. Ouais, non. Franchement, mais tu continues quand même. Ouais, je continue jusqu'à avoir une licence. Donc, j'ai quand même ma licence. Vraiment, encore une fois, j'ai été plusieurs fois au rattrapage. Enfin, c'était vraiment... je me suis accrochée à un truc. Je savais même pas pourquoi, mais je me suis accrochée. J'ai eu ma licence. Et après, je me suis quand même posé la question, est-ce que je ferais pas un petit master? Bon, non, on va se calmer là, ma grande quand même dose un peu. Donc, non, après la licence, j'ai fait ok, c'est bon. Maintenant, je vais me trouver un boulot et stop, quoi. Et est-ce que au niveau de ce que tu étudiais, ça t'intéressait vraiment? Donc, tu pars dans un métier qui est lié à ce que tu faisais ou est-ce que tu décides de faire quelque chose qui n'a rien à voir? Bah, en fait, ce que j'étudiais, ça m'intéressait parce qu'en soi, l'histoire de l'art, c'est vraiment intéressant. Et en plus, les profs, c'est des gens qui sont passionnés. Donc, en fait, ils sont passionnants. Donc, ils sont passionnés. Ouais. Et ça, c'est génial. Pas tous, mais il y avait des cours qui étaient vraiment très chouettes. Mais quand on discute avec les collègues de la promo et tout, tu te dis, mais toi, tu vas faire quoi après? Et moi, je vais partir au CNRS, je vais faire un doctorat, je vais faire des études de recherche et tout. Mais en fait, c'est le seul métier que tu peux faire après. Ou alors, tu fais prof aussi, quoi. Oui. Mais en fait, pour moi, dans les deux cas, c'était non. C'était un non catégorique. Donc, en fait, tu n'as pas vraiment de métier à la clé. Sauf si tu pars dans autre chose et que tu fais du droit à côté et que tu deviens commissaire-priseur. Enfin, toi, tu as un truc qui peut être... Mais moi, non, je ne me voyais pas repartir. Donc, du coup, en fait, je suis partie dans une licence, mais en fait, tu ne sais pas quoi faire derrière. Ah bah, voilà. Donc, le problème est toujours le même. Le problème est toujours le même. Donc, en fait, je me suis dit, tu sais quoi, pars dans la vie active et tu trouves un... Si j'ai fait un service civique dans une petite galerie qui était assez sympa, enfin, c'était vraiment... Mais ça n'a pas marqué plus que ça, honnêtement. Oui. Mais après, je suis partie directement commerciale, mais rien à voir. Donc, rien à voir. Rien à voir dans l'ameublement. Première grosse expérience qui a été traumatisante aussi pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était mon premier job vraiment, je travaillais plein de fois, c'est l'été et tout, mais c'était vraiment le premier CDI dans une équipe avec un management un peu toxique, sachant que c'était vraiment du travail où tu sais, tu t'accueilles le client, tu piques le client, c'est comme ça qu'on appelle, tu le lâches pas jusqu'au bout et tu dois le faire signer sur des projets qui étaient quand même des beaux projets, c'était dans l'ameublement un peu haut de gamme et tout. Et en fait, tu étais commissionnée là-dessus. Donc, je gagnais très bien ma vie. Donc, tu sais, tu commences avec un premier CDI, tu gagnes bien ta vie. Mais par contre, derrière, tu es en mode, mais c'est pas normal tout ce qui se passe derrière, tu vois. Mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu ne connais pas du tout ce milieu-là. Tu n'as même pas été formée pour ça. Tu n'as pas fait des études de commerce. Non, j'étais formée sur place. Mais par contre, tu es dans la pratique et ça se passe bien. Et ça se passe bien, ouais. Ça se passe bien, je vends super bien, je suis dans mon... Enfin, en vrai, je me découvre un truc un peu... En fait, c'est cool parce que je gagne bien ma vie, donc tu as un peu le truc de... Tu vois, ça te motive quand même, mine de rien, un peu. Bien sûr. Et ouais, mais je suis restée moins d'un an, je crois. Parce qu'en fait, premier pétage de plomb, en fait, un jour, ça se passe super mal avec le manager qui, en fait, enfin, même le responsable, même le directeur, d'ailleurs, ça se passe très mal. Et en fait, j'ai la boule au ventre au boulot, mais vraiment... Et c'est là que je me dis, mais... Non. Ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir ce premier truc de aller travailler avec la boule au ventre. C'est pas dans mes projets, tu vois. Et en fait, j'ai une grosse dispute. Alors moi, je suis pas du tout du genre à être dans le conflit et tout. Là, je sors de mes gonds, tu sais, t'accumules. Au bout d'un moment, t'exploses. J'explose. Et je pète un câble, mais vraiment... franchement, j'ai un peu honte quand j'y repense, mais vraiment, j'ai juste tout lâché. Oui, t'as lâché toute la frustration que t'avais depuis le début. J'ai posé ma dème, je me suis cassée. Et là, je me suis dit, mais j'ai rien. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et donc là, mon entourage qui me dit, non mais Louise, ta décision là, c'est pas foufou quoi. Et donc après, j'ai essayé de retrouver un autre boulot après, pareil dans l'ameublement. En fait, j'ai enchaîné plein de petits boulots comme ça, mais je suis toujours partie. Et toi, t'enchaînais les petits boulots parce qu'il fallait travailler, mais t'avais pas de... C'était pas la révélation, tu dis pas je vais faire ça en fait. Non. Il faut travailler pour avoir l'argent. Il faut travailler, donc je trouve des petits boulots, des trucs comme ça, dans l'ameublement, un peu galerie d'art mine de rien, mais en fait ça reste du commerce. Mais à côté par contre, c'est là que je commence à me dire, Louise, de toute façon, il va falloir que tu crées ton propre métier parce que là, tu vois les expériences que tu enchaînes, c'est pas ton truc quoi. C'est pas ton truc d'avoir un patron, d'avoir des gens qui te parlent mal, c'est pas... En fait, le système ne me correspond pas du tout. Et donc quand tu commences à avoir un peu cette réflexion, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient directement ou est-ce que c'est le flou Alors au début, je me suis dit, mon premier projet entrepreneurial, c'était tu vas ouvrir ta galerie d'art en ligne. Donc là, ça a été un truc de me dire, j'ai eu une ou deux expériences de travail un peu classiques, mais je me suis dit, ça ne me correspond pas. Ouvre ton truc en fait. Le problème, c'est que j'ai un truc, c'est que quand
j'ai un truc en tête. T'es obsessionnelle. Ah, mais c'est une obsession. Mais une obsession, mais à un point où vraiment, c'est je veux ça maintenant, en fait. Mais c'est peut-être la première fois que tu avais vraiment quelque chose qui te motivait, finalement. Exactement. Parce que là, depuis le début, tu me dis, bon, bah, j'ai fait ça parce qu'il fallait, comme beaucoup de personnes. Ouais. Là, tu te dis, ok, d'un coup, je sais ce que je veux. Ouais. Et du coup, tu t'es donné les moyens. J'imagine que tu as tout fait pour y arriver. Ah bah oui, j'ai tout fait. J'ai ouvert un financement participatif où j'avais récolté les fonds qu'il fallait. J'avais créé plein de donations, tu sais, pour ceux qui donnaient avec des tote bags, des trucs. J'avais contacté par exemple tous les artistes avec lesquels je voulais travailler. Enfin, en vrai, il y avait tout un truc, genre je commence à créer des bêtes de contrats. Enfin, j'avais vraiment commencé, le site était fait. Est-ce que ta galerie voit le jour ou Eh ben, pas tant. En fait, au même moment, je pars m'installer à Lisbonne avec mon ex-compagnon pendant quelques mois. Okay. Donc, je fais ça un peu à distance. Mais en fait, je me rends compte que j'ai vu trop haut, que j'ai absolument pas les épaules et que je me suis emballée. Et en fait, ça a été le premier crève-cœur de me dire, en fait, Louise, il faut que tu fermes le truc, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais pas ou que tu avais vu trop haut? C'était quoi? C'était un projet qui prenait trop d'ampleur? Ça marchait trop vite? T'étais pas prête? Non, justement, ça marchait pas. C'était le début. Et tout mettre en place, de me dire, il faut gérer en fait les artistes, les mettre en contact avec des vendeurs. Mais moi, je n'ai aucune capacité, j'ai aucun réseau en fait. Je me lance dans un truc, je n'ai pas de réseau. Le site, ça m'a coûté une fortune. Et en fait, je me retrouve là, genre vraiment sans travail, avec ce projet où je me mets à fond dedans, mais en fait, ça ne marche pas. Non, c'est compliqué. Et puis, je commence à faire faux bond un peu aux artistes parce que je leur dis non, mais désolé, là, j'arrive pas. Et eux, ils comptent sur moi parce que c'était vraiment la galerie d'art, mais être aussi leur agent pour pouvoir gérer, tu vois. Entre guillemets, tu as fait l'erreur plus tôt possible et derrière, tu as pu ajuster. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un mal pour un bien. Après, sur le coup, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible. Tu dois fermer ta première micro-entreprise ça n'a même pas duré 1 an. Et je me suis dit, c'est cata, quoi. Parce que du coup, tu t'emballes, tu te dis, j'ai trouvé mon métier, c'est génial. Déjà, pour convaincre ton entourage de te dire, si, vous inquiétez pas, ça va marcher. Et en fait, ça marche pas. En plus, pour tous les gens qui ont donné de l'argent pour ce projet. Tu vois, il y a tout un truc de, désolé, mais en fait, c'est l'échec total. Tu le vis comment, cet échec? Je le vis trop mal. Parce que là, c'est le premier échec qui est vraiment lié à qui tu es, ce que tu as envie de faire et où tu te donnes corps et âme dans ce projet. Ouais. Donc, j'imagine que celui-ci, il est beaucoup plus compliqué à digérer que les autres. Ouais, celui-ci, il est compliqué parce qu'en fait, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est là que j'ai une première remise en question de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qui je suis, de quoi je suis capable et qu'est-ce que je vaux. Enfin, c'est quoi le sens de tout ça si même un projet qui me tient à cœur, j'arrive pas à le mettre, tu vois. Mais encore une fois, c'est ce truc de oui, mais je veux tout maintenant, je veux tout sans être formée, sans avoir de réseau et tout. Mais en fait, ça marche pas comme ça, la vie, tu vois. Tu peux pas et encore moins l'entrepreneuriat. Mais encore moins l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu te formes pas, c'est ce que je dis toujours, c'est possible, mais ça prend beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus d'échecs et il faut rebondir. Ah ben bien sûr. Alors que quand tu es aidé, guidé, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est évident. Mais bon, ça fait une première expérience, mais je le vis très très mal. Donc là, qu'est-ce qui se passe après pour toi? Donc là, j'ai décidé de fermer ce projet-là. Et après, en fait, je me dis, non mais tu peux pas t'arrêter là, c'est pas possible, trouve un business. En fait, j'étais obsédée par l'argent, de me dire, je veux de l'argent. Il me faut, de toute façon, pour vivre, il me faut de l'argent. Ça a été un peu mon truc qui m'a drivée. Donc je me suis dit, vas-y, commence à te renseigner sur des business et tout. Et là, le contenu, mais presque toxique, tu sais, contenu business à fond. Avec mon ex-compagnon, on a acheté la formation Yomi Denzel, je sais pas si tu vois. Oui, forcément. Voilà, tu vois, j'ai acheté pour faire du e-commerce. Donc ça, on avait suivi le truc à fond, mais bon, ça n'a pas vraiment vu le jour. Après, je me suis dit, fais une formation de décoratrice d'intérieur. Je me suis lancée en tant que décoratrice d'intérieur. En fait, j'ai lancé plein de trucs comme ça, mais où il me manquait toujours ce truc de sens. Cette petite passion. En fait, tu le faisais pour les mauvaises raisons. Parce qu'au final, tous ceux qui le font pour l'argent finissent par abandonner d'une certaine manière. Oui, ça ne marche jamais. Exactement. Tu partais pas forcément de qui t'étais. Ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, j'accompagne des gens à se lancer justement. Mais oui, mais tout à fait. C'est ton. Et je pars toujours de qui est la personne. Parce que pour moi, c'est comme ça que le projet il dure vraiment. Si tu te lances juste pour l'argent, au bout d'un moment, en fait, ça fait plus sens. Ouais, c'est ton pourquoi, un peu le complètement. Et toi, à ce moment-là, tu ne savais pas exactement quel était ton pourquoi? Bah ouais, mon pourquoi à ce moment-là, je pensais que c'était l'argent. Donc en fait, c'est pas vraiment un pourquoi, tu vois. C'est vraiment, moi, je veux de l'argent, quoi qu'il en coûte. Puis tu sais, on te fait rêver avec ces formations en te disant, mais c'est facile de chez toi ou à Bali, tu fais ci, tu mets ton site. Non, mais tu vois. Et en fait, c'est le problème des réseaux, c'est-à-dire que ça peut marcher, c'est ce que je dis toujours pour certaines personnes.
Parce qu'il y a certaines personnes où Mais vraiment... ça a marché pour certaines personnes. Mais bien sûr, et tant mieux. Mais pour beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de sens, qui ont besoin de plus de simplicité, ça ne marchera jamais. Ah oui, c'est ça. Donc, entre guillemets, pour toi, ça n'a pas vraiment marché, tout ça? Ah, pas du tout même. T'as quand même essayé, c'est bien. Ah oui, j'ai essayé, mais même jusqu'au bout, en sortant un produit, dropshipping et tout. Et en fait, tu sais, j'ai eu un truc de... Ouais, c'est du dropshipping, mais en fait... j'ai un peu honte, quoi. Tu vois? Oui, mais voilà pourquoi. Parce que t'avais pas de... J'avais ma barrière, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, de me dire, non, mais attends, dropshipping, c'est chaud, quoi. Tu sais, je me voyais... d'accord avec qui t'étais. C'était pas d'accord avec mes valeurs. Et franchement, je me suis dit, non, mais là, ça va pas, c'est pas les bonnes raisons, c'est pas le bon truc. Et tu vas pas arriver du jour au lendemain à être multimillionnaire. Et en fait, au fond de moi, je veux pas être multimillionnaire. Mais c'est comme si je savais que j'allais réussir dans quelque chose, que j'allais avoir la vie que je veux et que je mérite, tu sais. Je le sais au fond de moi. Je sais pas comment te l'expliquer. Oui, si, je comprends. Mais, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà, exactement. Tu as cette conviction, tu sais que tu vas atteindre quelque chose. Mais tu sais pas comment. Mais tu sais pas comment. Tu sais qu'il va peut-être y avoir des petites galères, mais tu sais que tu vas y arriver. C'est ça. Et je le sais au fond de moi que je vais avoir la vie que je veux, cette vie où tu sais, tu as ton vision board et tu as tous les trucs. Complètement. Là, tu vois. Mais en fait, je me dis, c'est peut-être par ce chemin-là, donc j'essaye. Oh, c'est peut-être par celui-là, donc j'essaye. Mais en fait, non, ça marche pas. Mais tu passes à l'action quand même souvent. C'est ce que je vois dans ce que tu dis. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette envie, ce rêve de réussir quelque chose de plus grand qu'eux, mais qui ne vont pas agir parce que la peur. Toi, ce n'était pas du tout le cas. En fait, j'avais pas tellement le choix et j'avais besoin de me dire, en fait, fais-le. Prouve un peu parce que, en fait, j'avais ce truc de me dire, socialement, tu n'as pas vraiment de diplôme. Si, un diplôme naisseur de l'art. Tu vois, ça fait pas rêver non plus. Voilà, j'ai pas un master, un doctorat. Et en fait, tu sais que c'est pas ton schéma, c'est pas ça qui te convient. Donc, tu vas créer ton truc. Il faut créer son truc, il faut savoir... Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir qui on est, comme tu disais, trouver son pourquoi. Et ça a été un truc aussi que j'ai fait, que j'ai appris à faire par la suite. Mais en tout cas, j'ai monté tous ces business, je les ai fermés, je les ai machins. Et en fait, jusqu'au moment où je me suis dit, mais là, ça va pas. Si j'ai même fait de l'UGC sur les réseaux. Ah oui, donc tu as vraiment tout testé. Tu savais que quand même, avec les réseaux, tu allais pouvoir avoir quelque chose de différent. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en faisant un peu d'UGC, je me suis dit, je peux quand même gagner un peu d'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu faisais des vidéos pour des marques sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Et tu es payé pour faire les vidéos. Oui, sans être influenceur, mais plus pour avoir un retour produit un peu personne, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui teste ce produit et tout. Et un truc un peu plus proche des gens par rapport à la marque, quoi. Et donc, je faisais ça et je gagnais 300 € par-ci, 300 € par-là. Et je me suis dit, mais trop bien, quoi. Donc, et est-ce que parce que du coup, tout le monde ne peut pas se filmer comme ça, même si ça paraît simple. Ouais. Toi, est-ce que ça a été difficile ou direct, tu as été plutôt à l'aise? Écoute, j'ai pas de souvenir où vraiment j'ai galère. Je pense que j'avais tellement envie que ça passait au-dessus de la galère. De la galère de se filmer. Sachant que j'avais commencé aussi à faire des vlogs quand j'étais à Lisbonne. Tu sais, un peu vlog, mais pour faire un peu les coulisses de mon entreprise, etc. Mais ça, j'aimais beaucoup, mais c'était pas du fast cam où vraiment t'as un truc. Donc ça a été un peu compliqué, je pense, au début, les fast cam, mais ça n'a pas été non plus oui, mais t'as quand même aussi, t'es passé à l'action, tu l'as fait parce que tu voulais atteindre quelque chose. Oui, ma soif était plus forte que cette peur. Puis en fait, c'est fou, comme j'avais vraiment besoin, en plus de créer un truc par moi-même, tu sais, mon projet, mon truc. Je comprends ça. Ah, mais je pense qu'on se comprend là, tu vois, carrément. Mais c'est ce qui est plus fort que tout, en fait. Je pense pour la plupart des gens qui se lancent, c'est ce besoin de se dire, ok, je crée quelque chose pour moi, j'ai personne qui le fait à ma place, j'ai ma liberté, j'ai tout. Ah mais bien sûr. Grâce à moi, quoi. Oui, c'est ça. Et tu es fier de toi pour ce que toi t'as accompli. Mais ça, c'est souvent un truc quand tu trouves pas ta place. Enfin, je sais pas comment toi c'était quand tu étais plus jeune. 100%. C'est ça aussi, tu vois. Tu galères à trouver ta place et tout, du coup, tu te dis, de rentrer dans les bonnes cases, de cocher tout ce qu'il faut. Tu vois que c'est pas pour toi et tu dis, mais en fait, du coup, j'ai besoin de trouver qui je suis et mon modèle à moi, vu qu'il n'existe pas comme les autres, quoi. Et tu crées ta case, ton endroit, enfin même ta case, je m'entends, parce qu'il y a ce truc de case, c'est un peu oppressant, mais de créer là où toi, tu t'imbriques parfaitement dedans et c'est ton truc et t'es bien et tu sais que t'es à ta place, tu vois. Et à quel moment, donc du coup, là, tu fais tous ces tests après UGC, dropshipping, donc là, tu testes tout. Hyper intéressant de voir que justement, t'es passé à l'action, mais c'est pas forcément ce qui te convient. Ouais, mais je commence à comprendre que la caméra, les réseaux, ok, il y a un truc qui me fait bien kiffer là. J'aime bien ce qui se passe, j'aime bien monter un peu les trucs, mais c'est encore un peu border, mais je me cherche toujours un peu parce qu'entre-temps, j'ai des tafs, je démissionne, je me sens pas bien dans mon truc. Le nombre de fois où j'ai appelé mes parents en disant bon, trop bien, j'ai trouvé un CDI, génial,
Bravo, Tu Louise. vois, genre trop bien. Et puis genre 6 mois après, les gars, j'ai Mais posé t'as ma quand même eu dème. des CDI. Et parce que j'avais pas le choix non plus, tu vois. Ça me saoule de devoir forcément avoir trouvé un CDI alors que ce n'est pas ce que je veux. Donc j'y vais, mais vraiment à contre-cœur. Et pourtant, là-bas, je rencontre des personnes toujours géniales. Hein. Tu vois, si tu crées des liens. Oui, Mais, bien sûr, mais c'est pas ton élément c'est pas et mon du coup, truc du tout. c'est pas qui tu es. Donc Non. forcément, c'est difficile de s'adapter dans un monde qui n'est pas le tien. Ah, mais complètement. Et en fait, j'ai eu un déclic très récemment où, du coup, moi, pendant 10 ans, j'habitais donc sur Dijon après mes études. J'étais en couple pendant 6 ans, on va dire, 6 ans et demi, 7 ans. Grosse rupture, donc retour chez les parents. C'est la période compliquée. Ah bah, hyper compliqué. Parce que là, non seulement tu sais pas quitter, mais en plus tu retournes là où tu as grandi Ah, et mais c'est là- pas forcément ton... Enfin, tu as grandi dans un environnement bienveillant, mais c'est pas forcément ton monde. Ah non, mais Donc oui. là, oui. comment tu le vis? Ah, mais là, ça a été, je pense, autant, juste pour refaire un petit rebond en arrière, j'ai été sous antidépresseur aussi, notamment parce que je me sentais pas à ma place et qu'à un moment donné, j'étais tellement mal, tu sais, où tu commences à faire des grosses crises d'anxiété que je connaissais pas du tout avant, mais des crises d'angoisse très importantes ou de l'anxiété chronique, tu vois, sociale et tout. À un moment donné, on m'a mis sous cacheton, quoi. Et pendant longtemps, où là, parce que je me sentais pas à ma place, tu vois. Et ça, comment toi tu le vivais? Est-ce que tu disais ça va m'aider? Je suis en fait peut-être dépressive ou quoi que ce soit? Non. Ou est-ce que tu savais que c'était juste en fait t'étais pas à ta place? Ah, et- mais je savais que j'étais pas dépressive parce que je me sens pas. Enfin, en fait, j'ai tellement une soif de Oui, vivre c'est et ça. de. Tu vois, que je suis pas dépressive du tout. Mais c'est dur du coup d'avoir été Miss... Ouais, mais je voulais enfin, pas. Hein. Et pendant des années, je ne voulais pas. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis arrivée à un point où je ne pouvais même plus. En fait, j'arrivais plus à vivre normalement et que j'étais tellement en interagir en société. Ouais. J'étais en. Tu sais comment ça s'appelle? En tu fais attention à tout ce qui se passe et tout. Survigilance. Survigilance, tout le temps, tout le temps. Donc j'étais épuisée et dans le contrôle tout le temps et tout. Et tu sais, tu trouves pas ta place et t'es un peu dans un truc où c'est compliqué. Donc là, on m'a dit, Louise, tu testes ça. Et en fait, pendant les premiers mois, j'étais en mode, je revis. Oui, parce que du coup, tu lâches prise sur tout, tu te sens mieux. Ah, puis chimiquement, t'as un truc qui se passe où tu te dis, mais c'est génial. Sauf qu'en fait, moi, c'est des médicaments. Ah, mais c'est des médicaments. Ça a Et forcément- j'étais vraiment en truc de me dire, non, mais là, je peux pas. C'est vraiment je culpabilise de prendre des médocs. Et en fait, bon, du coup, pendant trop longtemps, j'en ai pris. Et à un moment donné, j'ai arrêté. Et tu vois, ça allait mieux, tu vois, parce que j'ai fait un travail, j'ai vu beaucoup de psychologues, beaucoup de professionnels. Tu commences à comprendre qui t'es en fait. Ouais. À travailler sur toi et Ouais. ça, je trouve qu'on ne nous pousse pas assez à le faire. Ouais. Pourtant, si on le faisait de bien plus jeune, en fait, ça aiderait à savoir ce qu'on veut dans la vie, qui on est, comment on interagit avec les autres. Et il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est juste important de savoir qui on est, quoi. Ah, mais complètement. Et pour moi, un suivi psychologique, c'est... Mais tu vois, même dans ma crise d'ado, mes parents qui voient pas du tout... Enfin, ils voyaient pas du tout les psys et tout. C'est pas leur monde du tout. C'était un peu touchy, un peu tabou. Oui, c'est pour ceux qui vont vraiment mal et nous, on n'est pas comme ça. C'est ça. Enfin, souvent, c'est très tabou, le psy, dans beaucoup de familles. Ah, mais vraiment. Et là, c'était vraiment tabou dans le sens où on n'en parlait pas, puis c'était pas du tout envisageable. Et là, c'était moi, je me souviens, qui avait demandé je veux voir une psy. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, tu vois, mais je veux voir une psy. Tu savais que ça allait t'aider à mentalement aller mieux. Donc déjà, dès à ce moment-là, j'ai commencé à avoir déjà une psy. Après, j'ai fait 2-3 séances, après j'ai arrêté. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'avoir un petit suivi. Et donc, je retourne pendant 9 mois chez mes parents après cette rupture. Et là, ça a été une descente aux enfers. Mais je pense que j'ai jamais été aussi en dehors de mon corps de toute ma vie et pendant aussi longtemps. Franchement, ça a été très compliqué. Tu sais, tu retournes. En plus, j'avais quoi? C'était là, hein, j'avais 28 ans. Je retourne chez mes 27 ans, je retourne chez mes parents. Ouais, là, ça devait être très dur. T'as pas de boulot, t'as rien, et à côté, la vie continue. Donc là, ça a été... tu sais, tu projettes ta vie avec ton mec, avec tes enfants, machin. Surtout que je trouve autour de la trentaine, il y a vraiment une pression ça, on folle. va en parler parce que... Mais non, mais c'est ça, en fait, là, tu te dis, à 28 ans, ça peut être complètement OK de, entre guillemets, tout recommencer pour une nouvelle vie. Et ça devrait l'être. Mais je trouve que... j'ai beaucoup d'ailleurs d'amis autour de moi qui me disent... en fait, là, je vais avoir 30 ans, puis j'ai toujours pas quelqu'un dans ma vie, j'ai pas d'enfant, puis mon boulot, je l'aime pas, et puis en fait, je suis pas bien dans la ville où je suis. Et c'est complètement OK de tout changer, mais je trouve qu'il y a une forte pression autour de ces 30 ans où il faudrait avoir justement coché toutes ces cases. Donc là, toi, tu le vis super mal. En partie aussi à cause de ça, parce que la société pousse à... la société, et puis le schéma de tes parents aussi. Parce que moi, tu vois, 27 ans, ma mère, elle avait déjà un enfant. Mais c'est une autre génération aussi. Aux générations. Et ils ne veulent pas forcément les mêmes choses. Non.
une vie beaucoup plus stable où tu as ta maison, tu as tes enfants, tu es mariée et c'est la vie. Tu fais un boulot et c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'inconsciemment, j'avais ce truc de me dire ça serait ma vie idéale. Oui, pareil. Tu vois, sauf qu'au bout d'un moment, tu arrives à pré-trentaine ou de séparation, retour chez les parents et tout. Et là, c'est le coup de. Tu te dis, c'est pas possible, mais c'est. En fait, j'ai rien, j'ai pas de taf, j'ai pas de business, là, j'ai pas de mec, compliqué. j'ai rien. Ah, mais très, très compliqué. Et comment est-ce que tu rebondis? Je me suis mis dans une bulle où je me suis dit, maintenant, tu vas te faire une déconstruction, maintenant, une introspection. Tu le fais toute seule, tu te débrouilles pour qu'en fait, tu arrives à comprendre qui t'es, ce que tu veux. Donc, en fait, je me suis mis dans un truc pendant plusieurs mois où j'ai lu une quantité de livres de fou. J'ai écouté des podcasts, j'ai écrit énormément, j'ai fait des affirmations, des trucs qui me parlaient. Hein. Enfin, tu sais, j'essayais de faire en sorte de trouver ce qui me parlait. Je me suis même fait un carnet du bonheur que j'ai encore aujourd'hui, où dedans, en fait, j'écris des phrases, des citations qui sont hyper impactantes pour moi, des visualisations, des trucs où des fois, tu sais, je retombe dessus au hasard, je relis, je fais putain, ça fait du bien. Moi et ça fait du bien. Ouais. Exactement. Donc, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et à un moment donné, je me suis dit, Louise, je suis arrivée à la conclusion de t'as toujours voulu partir vivre dans le sud, prends tes affaires, t'as rien à perdre. J'avais pas énormément d'amis, pour le coup, t'avais tout à refaire. Donc tout à refaire. Et ce truc de nouveau chapitre, nouvelle vie et tout, ça m'a toujours un peu stimulée aussi. Tu prends ta voiture, tu fais tes bagages et tu te casses. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis partie vivre à Marseille. Donc là, tu as tout recommencé. À zéro. Tu as fait un reset de ta vie. Et donc, tu vas à Marseille et là, est-ce que direct, tu te sens bien et tu te dis, ça y est, je suis à ma place? Mais tu peux même pas imaginer à quel point. C'est là que je sais que ma décision, je sais pas pourquoi ça m'a emmenée ici, parce qu'à la base, je voulais aller vers Montpellier parce que je connaissais un peu plus, trouver un taf là-bas et voir ce qui allait se passer. Limite quelques mois pour, tu vois, me retrouver, revenir vers Lyon, j'avais prévu ça, tu vois, vers les parents et tout. Et en fait, j'ai trouvé un seul taf sur Marseille et là, je me suis dit, Marseille, ça craint et tout, tu vois, les clichés qu'on connaît. L'image de base l'image de Marseille. Donc j'y vais en me disant, bon, on verra bien. Je pose un pied à Marseille. Mais je savais. Je savais que j'étais au bon endroit et qu'il allait se passer des choses de fou. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, t'ouvres ton... d'un coup, t'es bien et les énergies sont positives et tout arrive positivement. Mais donc là, qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu arrives là-bas? Du coup, j'arrive là-bas, je suis toute seule, hein, j'ai ma voiture, mes bagages, j'ai un rêve et c'est tout, tu vois. Enfin, déjà, j'ai des galères sur la route avec le Airbnb, des petites galères, mais je suis tellement dans un mindset de je démarre une vie que je suis en mode, mais c'est trop cool, ça me fait des trucs à raconter, tu vois. Enfin, j'arrive premier Airbnb donc pendant 3 semaines avant de trouver un appart que j'avais déjà trouvé en amont parce que fallait quand même que ce soit un minimum organisé. Et je commence un boulot, j'ai mon petit appart, je commence ma petite vie et au bout de... je sais pas, quelques semaines, je reçois un petit message sur Insta. Oui, coucou Louise, je sais pas si tu te souviens, on était ensemble au collège. Et en fait, c'est une copine du collège on se connaissait, mais de loin, qui me dit attends, mais moi j'habite à Marseille depuis 2 ans, là, trop cool si on se boit un café, machin. Carrément, on y va, coup de foudre amical. D'ailleurs, je pense qu'elle va regarder le podcast. Coup de foudre amical, incroyable. Elle commence à me présenter à ses copines, à son cercle, machin. Et en fait, tout se fait naturellement. Et c'est vraiment, mais je sais pas comment t'expliquer à quel point, au bon sans endroit, effort. au bon moment. Je sais ce que c'est aussi. Tu vois, mais c'est incroyable et tu le sens en fait. Au bon endroit, tout se passe hyper bien, t'as l'impression que d'un coup tout est facile et donc là tu te fais un cercle. C'était vraiment le cercle. Enfin, j'ai eu plein d'amitiés un peu comme ça, mais plus potes. Et là vraiment, je me crée un cercle où je suis bien parce que c'est ma vie et c'est plus aussi la vie à 2 que j'avais, c'est que c'est ma vie pour moi. Je décide. Donc je me fais un cercle et c'est là que je commence à vraiment être sur les réseaux à fond parce que je sens que c'est ça qui m'appelle et que c'est ça qui me fait vibrer et ça commence à bien marcher et je me dis là je suis sur un truc. Et comment tu as su à ce moment-là ce que tu allais faire sur les réseaux? Parce que vu que tu as essayé tellement de choses, qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu saches cette fois-ci? Eh ben écoute, je sais pas trop, je crois que je scrollais, tu sais, un peu, mais de manière un peu plus, pas scroller comme ça, je scrollais un peu, qu'est-ce que je pourrais faire et tout, de quoi je pourrais parler, qu'est-ce qui m'anime et tout. L'art, j'adore, ça me passionne, je vois des trucs. Il n'y avait pas beaucoup de contenu sur l'art et je tombe sur un contenu de Adélaïde, je sais pas, je lui enverrai le podcast. C'est Petite Histoire de l'Art sur les réseaux qui commence à se prendre en vlog et à parler d'une expo. Et je me dis, mais c'est génial en fait, parce que du coup, elle donne envie aux gens d'aller voir l'expo. Et pour des gens qui n'ont pas ce truc de naturellement aller au musée, en fait, c'est trop bien d'avoir du contenu là-dessus sur les réseaux et il n'y en a pas beaucoup. Et je commence à créer 1 ou 2 petites vidéos un peu face cam pour parler d'un tableau, analyser un peu, mais facilement. Mais en fait, ça prend bien et je me dis, mais les gens ont besoin de ça.
Et en fait, ça plaît. Et j'aime me dire que je peux aider les gens à comprendre peut-être mieux l'art. Quand tu ne te sens pas légitime d'y aller dans un musée ou t'intéresser à une œuvre, en fait, si, tu peux y aller. Et ça, j'ai envie de le mettre en avant, tu vois. Pas de problème de légitimité. Alors, ça va venir après. Mais au début, en fait, je suis tellement en mode, on s'en fout, mon compte, il n'y a personne qui me suit. Ouais. Enfin, je vais faire des vidéos. Oui, mais il y a des personnes qui n'osent pas. Hein, oui, je sais. Même ont 0 abonnés, vont se dire, non, mais on va me juger. Mais j'ai pas eu ce truc-là, en fait. J'ai pas eu ce truc de me dire, ouais, j'ai bloqué tous ceux que je connais. Oui, voilà, tu vois. Ou je vais me taper la honte parce qu'il y en a qui vont retrouver. Non, je pense que comme je savais que c'était un peu là où je devais aller, je me suis dit, mais de toute façon, t'as rien à perdre et c'est cool, en fait. Au contraire, tu parles de... Je sais pas, il y a un truc de me dire, tu parles quand même d'art, tu vois. Donc, il y a un truc un peu... Oui, il y a quelque chose de valorisant. Ouais, c'est ça. Oui. C'est valorisant, tu te dis moins, alors que pourtant tout le monde fait ce qu'il veut, mais tu te dis moins, ouais, c'est un peu du contenu pas... Un peu lisse, ouais, voilà. Pas vraiment... Ok. Donc toi, tu dis que tu apportes quelque chose, donc tu le fais assez naturellement. Et comment est-ce que ça va se passer pour toi? Tu dis que dès le début, ça fonctionne plutôt bien? Ouais, en termes de stats, donc en termes de vues, je fais quand même beaucoup de vues. Et je commence à prendre pas mal d'abonnés. Et en fait, rapidement, je commence à avoir des personnes. Alors pourtant, j'étais en dessous des 10 000 abonnés sur Insta. Et des personnes qui me disent, écoute, on travaille pour tel truc, on t'invite à cette expo, machin. Et je commence à avoir beaucoup d'invitations. Et en fait, sur Marseille, mine de rien, je commence à faire un petit réseau où les musées de Marseille commencent à me contacter pour parler de ça. Et puis, ils me rémunèrent. Puis du coup, je me dis, ah, donc mon travail, il a quand même une petite valeur. Donc, je mets un budget et tu vois, j'essaie de voir... Et en fait, ça commence à se faire comme ça, quoi. Et je commence à avoir des propositions de collaboration, de mettre tel expo en avant, de faire ci, d'aller dans ce musée-là et en parler. Et en fait, ça se fait de plus en plus. Et tout se fait naturellement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin non plus de trop aller chercher, ça vient aussi à toi ou il y a un équilibre à trouver? Disons qu'au début, comme j'avais en parallèle mon CDI, je me disais c'est cool, c'est bien. Et quand ça a commencé, tu sais, le moment où ça commence à me saouler le CDI, comme à chaque fois, toutes mes expériences, là, je me suis dit, non, mais là, mets-toi à fond. En fait, je commence à faire de la prospection bien quali. Et là, j'ai des retours. Mais mine de rien, j'ai pas beaucoup de réponses. Mais tu continues quand même. Mais je continue quand même. Mais je commence à me dire, waouh, en fait, ça va être super dur. C'est ce que je veux aussi aborder avec toi, c'est que beaucoup pensent que quand on commence à avoir un compte qui grossit, on passe les 10 000 abonnés, on commence à avoir... On se dit, oh, ça y est, c'est facile, tout fonctionne. Oui, ça commence à fonctionner, mais c'est pas pour autant que derrière tout est rose et que tout vient à toi et que c'est facile. En fait, Il faut aussi aller chercher, il y a toute cette démarche qui est à faire. Ah non, mais complètement. Là, je me suis dit, en fait, taffe à fond, mais en même temps, tu kiffes. Donc, il y a un truc de... Mais je travaillais énormément à faire mes vidéos, à aller sur place, me déplacer, filmer, rencontrer des gens. Sauf que le retour sur investissement, il était tellement faible. Qu'il faut rester motivé. Ah, c'est le plus difficile dans l'entrepreneuriat. C'est tellement dur. Parce que tu n'as pas le retour que tu es... Enfin, en tout cas, en termes de tu travailles énormément pour, au début, pas beaucoup de résultats. Ouais. Et c'est qu'à force, c'est l'effet cumulé, hein, c'est qu'à force, au bout d'un moment, de voir des vidéos, que ça va finir par payer. Mais au début, c'est difficile, il faut rester accroché. Il faut rester sur... le pourquoi, justement. Tu restes focus en te disant, mais tu sais que... En fait, je m'approchais à me dire, comme tu dis, en fait, de toute façon, plus tu vas travailler, plus ça va payer. C'est comme ça que ça marche. C'est comme tout. C'est comme ça. Et est-ce que dans ce nouveau monde, tu te sens à ta place? Là, d'un coup, tu sais, ça y est, c'est la révélation. Je vais faire ça et je vais réussir. Ouais. Ou est-ce qu'il y a encore un peu... Ah non, Parce que c'est un monde compliqué, les réseaux, quand même. C'est un monde qui est très compliqué. Mais je me sens tout de suite à ma place. Parce que je commence à avoir une première invitation, enfin plein de petites invitations. Et j'ai l'invitation au Mucem. Donc c'est un des plus gros musées de Marseille, qui font une expo. Ils invitent, tu sais, l'artiste. Et puis... Et en fait, ils font une visite presse avec plein d'autres influx. Culture, mais pas que, donc de Paris qui descendent. Donc on a un gros groupe d'influx. Et moi, j'arrive, j'ai même pas 10 000 abonnés. Et je me dis, mais en fait, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis timide comme pas possible, j'arrive au milieu. Et en fait, je me rends compte que je me persuade d'être timide, mais en fait, tu vois, je vais parler aux gens et tout. Et en fait, c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Tu te dis, ah putain, mais je le suivais sur les réseaux, excellent. Donc tu sais, tu te dis, allez, ose, va lui parler. Salut, tu sais, genre un peu la fangirl qui arrive. Et en fait, tu crées des liens et je me dis, mais ce milieu, en fait, je me sens vraiment à ma place. C'est là que je veux être. Ça s'enchaîne et en fait, les efforts commencent à payer, mais il faut beaucoup travailler. Comment est-ce que tu imagines ta vie dans quelques années? Ta vie de rêve, du coup, ce serait quoi? J'aimerais vraiment, c'est pouvoir me démarquer de mes concurrents sur les réseaux dans cette niche art-culture et être un peu une référence.
pas une référence intellectuelle dans le sens où il y a plein de choses que je ne sais pas. Je fais encore des erreurs, tu vois, j'apprends tous les jours. Mais plus un peu lifestyle, influenceuse art. Ce que j'aimerais, c'est vraiment faire des collaborations avec des grands musées, mais dans le monde entier, faire un tour, pourquoi pas des grands musées, que ce soit à New York, que ce soit, tu vois, un peu partout. Même avec j'aimerais beaucoup, ce que je fais de plus en plus, c'est mettre des artistes en avant et parler de leur travail, faire des collaborations avec eux. Et pourquoi pas peut-être me diriger après, dans quelques années, vers un truc un peu plus agent, je sais pas, tu vois, je sais pas de quoi la vie... D'un coup, tu reçois un mail, un coup de fil, tu te dis, mais c'est dingue, quoi. C'est marrant, ça, je le visualisais et j'avais manifesté il y a 5 ans, tu retrouves ton carnet, tu te dis, mais c'est fou, le truc, là, qui est en train de se passer. Et tout commence à arriver, t'as des appels qui tombent de nulle part. Trop bien. Je me sens, mais à ma place, à tout point de vue. Et pourtant, c'est la première fois de ma vie où je galère autant, que ça soit financièrement, que ça soit à plein de niveaux, mais pourtant, je sais que c'est des galères nécessaires et que quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Je pense que dans j'ai tendance à dire ma vie d'avant, c'est bizarre, mais tu vois, avant que je me sente aussi bien, je m'entourais de personnes qui du coup me ressemblaient, mais du coup qui n'étaient pas forcément à leur place. Tu sais, qui étaient pas comme ça en fait. Genre, je suis pas bien dans mon taf, je suis pas bien dans mon couple et tout, mais en même temps, t'es là en mode, mais vas-y, mais secoue-toi, tu peux pas. Tu es en train de t'enfermer dans un truc hyper négatif et va là où ça t'appelle, là où il y a du sens pour toi et juste prends une décision. C'est difficile pour tout le monde, c'est juste qu'en fait, il y a un moment où soit tu décides de le faire et ça change, soit tu restes dans ce schéma et là, tu peux y rester mais toute une vie. Ah, mais et ça, pour moi, c'est la pire angoisse. Ah non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment, je ne peux pas, mais c'est même physique, me dire, bon bah tant pis, j'ai un CDI, c'est cool, je suis bien payée, mais qu'est-ce que je suis malheureuse à côté. Mais bon, je suis bien payée et j'ai un taf et tout. Non, je préfère être en galère financière comme là j'ai été ces dernières semaines et me dire, mais en fait, je suis épanouie à tout point de vue et ça se passe bien, et plutôt que de me dire, ouais, mais non, mais tu vois, ça me fait peur, tu vois, de quitter mon CDI, après je vais rien trouver et tout. Pour moi, c'est qu'est-ce que tu dirais justement à la petite Louise ou à la Louise adolescente qui était en crise identitaire par rapport à aujourd'hui qui tu es? Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute-toi. Je me dirais vraiment ça, mais écoute-toi, tu verras. Genre, trust the process, quoi. Ça va bien se passer. Parce qu'au fond de toi, tu savais. Oui. C'est juste que tu savais pas comment aller chercher. Non, mais c'est ça. Là, je suis... Enfin, je te dis, j'ai toujours su au fond de moi que j'allais réussir quelque part, mais vraiment, vraiment réussir. Donc là, je dis pas que j'ai réussi, pas du tout, mais je suis en train, tu vois, je suis au début de réussir dans la voie que tu veux et même pas que la voie, c'est-à-dire que ta vie en général. J'imagine que tu vas beaucoup mieux, que tu n'as plus du tout besoin de médicaments, ça, c'est un monde qui est plus du tout le tien aujourd'hui. Je n'ai même plus fait de crise d'angoisse depuis, je sais pas, non mais tu vois, même ton corps parle. Tu vois, j'ai revu des photos là de quand j'étais chez mes parents pendant les 9 mois et tout. Mais en fait, j'étais là, j'avais la peau sur les os, j'arrivais plus à m'alimenter, même mon corps. Enfin, en fait, j'étais vraiment en train de dépérir, quoi. Et du coup, en tout cas, c'est ce que je dirais, c'est ce que je me dirais. Je me dirais, mais fais-toi confiance, teste plein de trucs, tu verras. Tu vas échouer à plein de moments, mais c'est exactement ce qu'il faut que... Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer, justement, qui a toujours suivi un peu la voie classique, qui aimerait se lancer dans quelque chose qui n'a rien à voir, que ce soit les réseaux ou autre, et qui a peur, et qui du coup se convainc que parce que la peur, je ne le fais pas? Eh bien, je pense que là où tu as peur, ce qui te fait peur, c'est exactement là où tu dois aller. Si ça te fait peur, généralement, c'est que c'est bon signe. Et que le but, c'est quand même de vivre des choses, tu vois, de ressentir, de vibrer. C'est trop triste de vivre une vie qui est hyper qui est sécurisante, qui est stable, qui est rangée, mais en fait, c'est quoi les souvenirs que tu vas ressentir quand tu auras 85 ans et que tu feras un petit peu un débrief de ta vie? Est-ce que tu te diras, ce jour-là, j'ai été en fait comme d'hab au taf? Non. Tu vois, j'en ai fait un post il n'y a pas longtemps. L'un des plus gros regrets des personnes qui sont en fin de vie, c'est de ne pas avoir plus osé. Mais oui, tu vois. Donc c'est fort, on ne retient pas justement ce qu'on avait sur le compte bancaire, on ne retient pas le boulot qu'on avait ou la place dans la société. C'est vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai apporté aux autres? Qu'est-ce que j'ai osé faire et qui m'a fait peur mais qui m'a fait vibrer? Et en fait, c'est les principaux regrets. Et je trouve que c'est fort parce qu'en fait, on nous pousse vers quelque chose qui n'est pas au final ce qui rend heureux l'être humain. Et c'est dingue. Et c'est quand même complètement contradictoire. Ouais, parce que du coup, quand tu veux sortir de ça, c'est toi qui es montré du doigt, tu sais. C'est toi qui es différent. C'est toi qui es différent, alors que toi, tu fais ça pour être toi-même heureux. Et pas qu'on te dise, ouais, mais c'est bien là, socialement, c'est très bien ce que tu fais.
t'as une bonne image et tout, ouais, mais je m'en fous là pour le coup, d'avoir une bonne image. Là, moi, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'être heureuse. Et il y a un truc que je me répète souvent, c'est que si ça fait peur, c'est là où il faut aller. Et c'est surtout que si tu oses, tu auras tellement de trucs à raconter. Parce qu'il va forcément t'arriver des trucs. Ah, mais c'est ça, Tu c'est vois, positif. c'est du positif. Et en plus, tu retrouves je sais pas, des copines que tu n'as pas eues depuis longtemps. Tu as toujours des choses à T'as raconter. toujours des trucs à raconter. Bah, ça, c'est un vrai signal, tu vois. Ouais. En voyageant beaucoup, il y a des fois où des périodes de plusieurs années où je vois pas certains proches. Et en fait, je me trouve ça trop triste quand certains me disent bah, de toute façon, moi, toujours avec la même personne, toujours mon boulot, j'ai rien à raconter. Ouais. Et moi, je suis là à côté, bah, en fait, du coup, je vais te raconter un dixième parce que je suis même gênée d'avoir autant à raconter. Mais en fait, bah oui, forcément, je fais plein de choses, mais parce que je suis passée à l'action. Oui, mais c'est ça. Pendant que toi, tu n'oses pas et que tu te dis déjà que ta vie, elle est entre guillemets foutue et que c'est comme ça, tu vois. À nos âges, je trouve ça trop triste. Ah non, mais c'est trop triste. Donc, c'est trop, trop triste. Après, je me suis aussi rendu compte au début, j'étais en mode oui, mais tu vois, ceux qui se sont tous mis ensemble après le lycée, qui ont eu des enfants, qui sont installés, ouah, ça me fait pas rêver. Mais en soi, c'est débile parce que c'est vraiment. C'est pas noir ou blanc. Il y a des gens qui sont très heureux comme ça, je veux dire. Mais c'est le but n'est pas que tout le monde soit entrepreneur non, mais vraiment pas. sur les réseaux. Non, c'est juste de trouver sa voie. Oui, ça pourrait être de reprendre une ferme, peu importe, ou d'avoir d'élever ses enfants. Enfin, peu importe, mais juste d'être épanoui et de ne pas se comparer aux autres. Puis qu'est-ce que c'est attirant, quelqu'un qui est épanoui. Tu as envie d'aller lui parler, tu as envie de creuser, peut-être de prendre des infos. C'est passionnant, quoi. Et non, mais c'est exactement ça. Et je pose toujours cette petite question de fin, à savoir quel est ton mantra, la petite phrase un peu qui t'aide dans la vie quand c'est difficile, si tu en as une. Ben, j'en ai plusieurs. Hein. C'est vraiment de me dire déjà, si tu as peur, c'est là qu'il faut que tu ailles. Que de toute façon, plus tu travailles, plus ça va marcher. Mais ça, c'est évident. Et en fait, j'ai besoin aussi de me dire, tu vas être fier de toi si tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu le fais, tu vas être fier. Et pense à la sensation que tu vas avoir après avoir osé passer à l'action. Après, tu vas être trop fier et tu vas être tellement fier d'en parler aux autres. Tu sais, il y a un truc aussi un peu communicatif. Bien sûr. Donc, je me dis, tu es en train de créer plein de souvenirs et ça, c'est... Si tu te lances là-dedans, tu vas avoir des trucs à raconter, tu vas créer des souvenirs et c'est ce qu'il faut en fait. C'est là où tu vas vibrer et... En fait, moi, j'ai vraiment besoin de ça. Maintenant, je me mets dans mon ressenti en me disant... Fais-le pour ressentir des choses, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es fière de toi ? Ah ouais, hyper. Hyper fière. Franchement, je pensais pas un jour me dire enfin, tu sais, un peu le truc de... Enfin, j'arrive à être qui je suis au fond depuis toujours, j'arrive à l'extérioriser. Et encore, j'ai plein de trucs je sais que j'ai plein de trucs à guérir, à corriger, c'est normal. Tu vois, c'est un travail d'une vie. Tout à fait. Mais là, aujourd'hui, tu es fière de toi. Ah ouais, complètement. Et je pense, mais c'est très récent, hein, tu vois. Parce que, je pense que j'ai énormément galéré depuis mon adolescence jusqu'à maintenant. Et en fait, je me dis, ça n'a pas été pour rien. Et là, putain. Ça y est, tu peux enfin un peu souffler, te dire, ok, je sais où je vais et j'ai confiance. Je me fais confiance. Ah ouais, je me fais totalement confiance. Et confiance à la vie et tout va bien se passer et je sais que je vais y arriver. Donc, Bah écoute, ça me paraît être des beaux mots de fin. Ouais, c'est bien. Merci Louise. Merci à toi. Pour ta confiance, pour ce moment passé ensemble. Merci, c'est trop chouette. J'espère que ça va inspirer beaucoup de personnes à oser, même quand on n'a pas le parcours qui va bien, même quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est, mais juste de se faire confiance et d'oser justement passer à l'action. Je trouve que c'est ce que tu incarnes parfaitement. Bah trop bien alors. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite de réussir tous ces beaux projets. Pareil pour toi. À très bientôt. À bientôt.